l'heure, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Clôture ce soir du sommet arabo-islamique du Qatar, un sommet qui a réitéré son soutien indéfectible à la Palestine. L'émir du Qatar condamne l'agression menée par l'occupationniste contre Doha. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune réaffirme le soutien de l'Algérie au Qatar dans la prise de mesures destinées à préserver sa souveraineté. Depuis la capitale qatari, les ministres des Affaires étrangères de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye évaluent les progrès réalisés dans le renforcement de la coopération tripartite pour la mise en œuvre des conclusions du dernier sommet qui a réuni les dirigeants des trois pays. Et puis nous reviendrons sur le génocide sioniste à Gaza. Le bilan des victimes atteint à 7h les 64 905 martyrs et 164 926 blessés. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Si vous venez de nous rejoindre, on entame cette édition avec cette déclaration de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, lors du sommet arabo-islamique de Doha, qui s'est donc tenu aujourd'hui. Il a qualifié l'agression contre l'État du Golfe la semaine dernière de lâche et d'une traîtrise inouïe, affirmant que les dirigeants du Hamas avaient étudié une proposition américaine de cessez-le-feu qui leur avait été présentée par le Qatar et l'Égypte au moment de l'attaque qui visait des dirigeants du Hamas à Doha, une agression qui a donc marqué une escalade significative de l'action militaire sioniste dans une région déjà endeuillée par un génocide. La capitale de mon pays, Doha, où se tient ce sommet, a été la cible d'une attaque perfide visant l'une des résidences abritant les familles des dirigeants politiques du Hamas et de sa délégation de négociation dans un quartier résidentiel qui comprend des écoles et des missions diplomatiques. Si Israël veut assassiner les dirigeants politiques du Hamas, pourquoi négocie-t-il avec eux ? Et s'ils veulent négocier la libération des otages, pourquoi assassinent-ils tous ceux avec qui ils pourraient négocier? Et comment sommes-nous censés accueillir chez nous des délégations israéliennes pour des négociations alors que ceux qui les ont envoyés prévoient de bombarder ce pays? Ces questions n'attendent pas de réponse, mais expliquent plutôt pourquoi nous disons ouvertement que cette agression est véritablement vile, perfide et lâche, et qu'il est impossible de gérer un tel niveau de malveillance et de trahison. L'émir du Qatar a déclaré, je cite, qu'Israël prétend être une démocratie entourée d'ennemis, alors qu'en réalité il construit un système d'occupation et d'apartheid hostile à son environnement. Israël prétend être une démocratie entourée d'ennemis, alors qu'en réalité, il construit un système d'occupation et d'apartheid hostile à son environnement et mène une guerre d'extermination au cours de laquelle il a commis des crimes qui ne connaissent aucune ligne rouge. Son Premier ministre a annoncé il y a quelques jours qu'il avait empêché la création d'un État palestinien et qu'un tel État n'existerait jamais. Il est hostile à l'autorité palestinienne et s'oppose aux accords qui ont établi cette autorité. De son côté, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé ce lundi le soutien de l'Algérie à l'État du Qatar dans la prise de mesures qu'il juge appropriées et nécessaires pour préserver sa souveraineté, maintenir l'intégrité de son territoire et assurer la protection de ses citoyens. Dans une lettre adressée au sommet arabo-islamique lue par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, le président de la République a affirmé que cette agression est une atteinte à toutes les valeurs auxquelles croit l'humanité tout entière. Il n'est plus extrême ni exagéré d'affirmer que notre sécurité collective ne peut être ni fragmentée, ni divisée, ni morcelée. L'agression flagrante dont a été victime la nation sœur du Qatar de la part d'Israël constitue une atteinte à l'ensemble de la nation arabe et islamique, une atteinte à sa sécurité et sa stabilité, une atteinte à son inviolabilité et à ses droits, une atteinte à toutes les valeurs et principes auxquels elle croit et auxquels croit l'humanité tout entière. Face à cette agression brutale,
L'Algérie se tient sincèrement et fidèlement aux côtés de l'État du Qatar, de ses dirigeants, de son gouvernement et de son peuple. Nos frères de ce pays, qui nous est cher, peuvent compter sur tout le soutien et l'appui de l'Algérie pour prendre les mesures qu'ils jugent appropriées et nécessaires afin de préserver leur souveraineté, de maintenir l'intégrité de leur territoire et d'assurer la protection nécessaire à leurs citoyens. Pour Abdelmajid Tebboune, l'occupation israélienne ne voit aucune limite à ces violations systématiques du droit international et de la Charte des Nations Unies, voire des règles les plus élémentaires de la coexistence civilisée et pacifique. Fin de citation. Il est désormais évident pour tous que l'occupation israélienne ne voit aucune limite à sa domination, à son autorité et à sa coercition, tout comme elle ne voit aucune limite à ses violations systématiques du droit international et de la Charte des Nations Unies, voire des règles les plus élémentaires de la coexistence civilisée et pacifique. Il est désormais évident pour tous que l'occupation israélienne ne conçoit sa sécurité qu'au détriment de celle des autres, qu'elle ne comprend sa stabilité que dans la fracture de celle des autres et qu'elle ne voit aucun moyen d'atteindre la paix sans plonger toute la région dans un cycle sans fin de violence, de ruines et de destruction. Avec ces pratiques criminelles, l'occupation israélienne constitue désormais la plus grande menace pour la paix et la sécurité, tant au niveau régional qu'international, dira le président Tebboune dans l'allocution lue en son nom par le chef de la diplomatie algérienne. Il est également devenu évident pour tous que l'occupation israélienne, avec ses politiques agressives et ses pratiques criminelles, constitue désormais la plus grande menace pour la paix et la sécurité, tant au niveau régional qu'international. Comment pourrait-il en être autrement, alors que parallèlement à son extermination continue du peuple palestinien à Gaza, cette occupation n'a pas hésité depuis le début de cette année à agresser et à s'en prendre à 5 pays de la région, le Liban, la Syrie, le Yémen, l'Iran et maintenant le Qatar. Comment pourrait-il en être autrement alors que chaque fois que l'on entrevoit la fin de son agression contre Gaza, il réagit par une escalade, des excès et l'ouverture d'un front après l'autre? Comment pourrait-il en être autrement alors qu'il menace de redessiner toutes les frontières de la région après avoir ressuscité le mythe du grand Israël? Plus tôt dans la journée, Ahmed Attaf a eu des entretiens bilatéraux avec le Premier ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar, Cheikh Mohammed Ben Abdelrahman Ben Jassim Al Thani, et ce en marge des travaux du sommet arabo-islamique d'urgence, selon un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. Le ministre d'État a réaffirmé à cette occasion la pleine solidarité de l'Algérie avec l'État du Qatar à l'issue de l'agression israélienne qu'il a subie et passé en revue avec son homologue qatari les démarches diplomatiques menées en coordination entre les deux parties au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies suite à cette agression. Et avant l'ouverture des travaux du sommet arabo-islamique extraordinaire, une rencontre tripartite regroupant l'Algérie, la Tunisie et la Libye a réuni le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères, de l'émigration et des Tunisiens à l'étranger de la République tunisienne, Mohamed Ali Nefati, ainsi que le ministre libyen chargé de la gestion des affaires du ministère des Affaires étrangères de la République libyenne, Tahar Baour. La réunion a été consacrée au suivi et à l'évaluation des progrès réalisés dans le renforcement de la coopération tripartite dans le cadre de la mise en œuvre des conclusions du dernier sommet qui a réuni les dirigeants des 3 pays. Elle a également été l'occasion de se concerter et de se coordonner sur les questions d'actualité les plus importantes au niveau arabe et maghrébin. Ahmed Attaf s'est également entretenu ce lundi, toujours avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République d'Irak, Fouad Hussein. La rencontre a permis de passer en revue les relations fraternelles et la coopération historique qui unissent l'Algérie et l'Irak et d'évoquer également les développements graves que connaît la région du Moyen-Orient dans un contexte de poursuite du génocide contre le peuple palestinien et les agressions israéliennes contre les pays de la région.
De son côté, le président de l'Assemblée populaire nationale algérienne, Brahim Bourali, a réaffirmé ce lundi l'engagement de l'Union parlementaire arabe à soutenir les efforts de l'Algérie sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour mettre fin à l'agression contre le peuple palestinien. Dans un discours prononcé ce matin lors de l'ouverture de la session parlementaire à Alger, Bourali a estimé que le vote massif de l'Assemblée générale des Nations unies en faveur d'une résolution consacrant la solution à deux États reflétait la volonté collective de la communauté internationale de rétablir la légitimité internationale et de mettre fin à l'occupation. Regardez. La question palestinienne reste au premier rang de nos priorités et nous réaffirmons depuis cette tribune notre engagement à tout mettre en œuvre, notamment dans le cadre de notre présidence de l'Union parlementaire arabe pour la deuxième année consécutive, afin de soutenir les efforts déployés par notre pays sous la direction du président de la République Abdelmadjid Tebboune pour mettre fin à l'agression contre le peuple palestinien et soutenir son droit légitime à créer son État indépendant avec pour capitale Al-Quds al-Sharif. Dans ce contexte, nous saluons le vote massif de l'Assemblée générale des Nations unies où 142 pays ont approuvé une déclaration consacrant la solution à deux États comme option juste et durable pour la question palestinienne, ce qui reflète la volonté collective de la communauté internationale de rétablir la légitimité internationale et de mettre fin à l'occupation. En tant que parlementaires, nous suivrons cette orientation en continuant à mobiliser les positions parlementaires pour soutenir cette juste cause. Le président de l'Assemblée populaire nationale algérienne a par ailleurs réaffirmé la position inébranlable de l'Algérie qui rejette toute forme d'agression et de violation du droit international et de la souveraineté des États. Brahim Bourali a appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités et à prendre des mesures urgentes pour faire face à l'extension des agressions sionistes contre les pays de la région. Au vu des derniers développements, notamment les agressions dont a été victime notre pays frère, le Qatar, nous réaffirmons la position inébranlable de l'Algérie qui rejette toute forme d'agression et de violation flagrante du droit international et de la souveraineté des États. Position clairement exprimée lors de la dernière session du Conseil de sécurité, rappelant que l'extension du cercle des agressions exige de la communauté internationale qu'elle assume ses responsabilités et prenne des mesures urgentes pour mettre fin à ces pratiques. Au Parlement algérien, tout en soutenant ces positions de principe, nous appelons au renforcement de la coopération parlementaire arabe et internationale pour défendre les valeurs de la légalité internationale et faire prévaloir la logique du dialogue et de la paix sur celle de la force et de l'impunité. Et à propos du Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique, Brahim Bourali a réaffirmé l'engagement du Parlement algérien à continuer de mobiliser le soutien parlementaire international afin de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination. Nous ne manquons pas de réaffirmer depuis cette Assemblée notre attachement à la légitimité internationale dans la question du Sahara occidental et notre appel constant à permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination. Nous continuerons de toutes nos forces à mobiliser le soutien parlementaire international pour consacrer ce principe. Le président du Conseil de la Nation algérien, Azzouz Nasriya, a pour sa part qualifié l'agression sioniste contre la capitale qatari, Doha, d'acte terroriste, lâche et perfide. Dans un discours prononcé à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire ordinaire, Nasriya a appelé la communauté internationale à agir de manière efficace, immédiate et unie pour mettre fin à ce qu'il a qualifié d'arrogance et de tyrannie qui ont franchi toutes les lignes rouges et toutes les frontières géographiques. وتمادى جرائم الكيان الصهيوني
Les crimes incessants de l'entité sioniste sans frein ni punition s'est récemment manifesté par l'attaque terroriste lâche et perfide contre la capitale du Qatar, Doha. Attaque que l'Algérie a condamnée et dénoncée avec la plus grande fermeté, renouvelant sa sympathie et sa solidarité avec le Qatar. Et avant cela, avec les autres pays arabes frères, nous renouvelons notre appel à la nécessité d'une action effective, immédiate et unifiée de la communauté internationale, afin de mettre un terme à cette arrogance et à cette tyrannie qui ont dépassé toutes les limites et toutes les frontières géographiques. Azouz Nasri a par ailleurs salué la prise de conscience exprimée par de nombreux pays à travers le monde qui appellent tous à la reconnaissance d'un État palestinien. En ouverture de la session parlementaire ordinaire, Nasri a souligné que cette reconnaissance servait à la cause palestinienne et la justesse de la lutte pour la libération et l'indépendance. Il convient de saluer et de féliciter le réveil exprimé par de nombreux pays dans le monde qui appellent tous à la reconnaissance de l'État palestinien ainsi que de souligner l'adoption à une écrasante majorité par l'Assemblée générale des Nations unies de la Déclaration de New York qui appelle à la résurrection de la solution à deux États. Ces reconnaissances servent la justice de la cause palestinienne et la justesse de la lutte pour la libération et l'indépendance. Et nous font prendre conscience avec douleur des souffrances endurées par nos frères et sœurs de Gaza, victimes du génocide, des déplacements forcés et de la famine délibérée. Sachez également que le président du Conseil de la Nation est également revenu sur le succès retentissant de la 4e édition de la foire du commerce intra-africain organisée à Alger, réaffirmant l'attachement de l'Algérie à la promotion de l'intégration économique africaine et son engagement constant en faveur de la réalisation de l'intégration continentale. Une entrée parlementaire qui fait suite au succès retentissant remporté par l'Algérie en accueillant le Salon du commerce intra-africain, manifestation économique de première importance à laquelle l'Algérie, 3e puissance économique du continent africain, sous la direction du président de la République Abdelmadjid Tebboune, a tenu à réaffirmer son attachement à la promotion de l'intégration économique africaine, son engagement constant en faveur de la réalisation de l'intégration continentale et la promotion de la coopération sud-sud dans le cadre de groupes d'appartenance multilatéraux, ainsi que de renforcer la position de l'Afrique et d'en faire une puissance économique active dans le système économique mondial. Ce salon a été une nouvelle occasion pour l'Algérie d'affirmer son appartenance à l'Afrique, son ancrage dans la bande saharienne et son attachement indéfectible aux principes de bon voisinage et de respect de la souveraineté et de l'unité des États. Dans l'actualité également, le bilan de l'agression génocidaire menée par les forces d'occupation sionistes contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023 s'élève aujourd'hui à 64 905 martyrs et 164 926 blessés, selon des chiffres communiqués ce lundi par les autorités sanitaires palestiniennes. Selon la même source, les corps de 34 martyrs et 316 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Les forces sionistes ont détruit au moins 30 bâtiments résidentiels dans la ville de Gaza dimanche soir et forcé des milliers de personnes à quitter leur maison. L'occupation sioniste qui prévoyait de s'emparer de la ville où environ 1 million de Palestiniens se sont réfugiés. Ces dernières semaines, les bombardements se sont intensifiés pour contraindre par la terreur les civils palestiniens à céder leurs terres, chose que les Palestiniens refusent et ce au péril de leur vie. Vers 18h50, ils nous ont donné environ une demi-heure pour évacuer, à peine un instant. Nous avons réussi à prendre ce que nous pouvions comme vêtements et meubles, puis la tour a été complètement rasée, comme vous pouvez le constater. Cela fait 2 ans. Personne ne trouve de solution. Même les États-Unis ne sont pas de notre côté. À l'écran, c'est différent de ce que l'on voit en coulisses. Que pouvons-nous faire? Dieu seul est à nos côtés.
L'hôpital Shifa, le plus grand établissement médical de Raza, est désormais confronté à la menace d'une évacuation forcée par l'occupation sioniste qui fait pression sur les établissements médicaux pour qu'ils relocalisent des milliers de patients et d'équipements vers le sud de Raza. L'hôpital Shifa qui a subi déjà d'importants dégâts suite aux frappes sionistes répétées, fonctionnant à seulement 10% de sa capacité d'avant le génocide, malgré les efforts déployés pour reprendre ses activités en mars dernier, avec le soutien des Nations Unies et de l'Organisation mondiale de la santé. La pénurie de fournitures médicales a contraint l'hôpital à soigner les patients dans des salles de fortune en plein air. L'hôpital Al-Shifa ne compte plus que 14 lits de soins intensifs occupés 24 heures sur 24. Le tri des patients y est extrêmement difficile. L'hôpital dispose de 4 blocs opératoires fonctionnants. On continue réalisant environ 45 à 55 interventions chirurgicales par jour. Transférer ces services vers d'autres services est quasiment impossible. Nous sommes tous des civils non armés. Où pouvons-nous aller dans le sud de Raza? Aucun hôpital ne peut nous accueillir, bien que les services médicaux soient limités et les fournitures rares. Au moins, il y a des médecins pour nous soigner. Un déplacement après l'autre, telle est la dure réalité à laquelle sont confrontées des milliers de familles palestiniennes de Raza suite aux ordres d'évacuation incessants des forces de l'occupation sioniste. Retour sur ce calvaire quotidien avec Amel Amazian-Zitouni. Prenant leurs affaires personnelles à bord de tracteurs, de camionnettes, de voitures, de charrettes et même à pied, ces Palestiniens prennent la route vers le sud. Ils sont à nouveau déplacés sans avoir où aller. Nous n'avons pas dormi de toute la nuit. C'est tout ce que je possède. Aujourd'hui, je marche depuis 6 heures du matin et me voilà en route vers l'inconnu. Nous ne savons pas où aller. Nous avons fui les bombardements intenses qui ne se sont pas arrêtés nuit et jour. Ils ont détruit beaucoup de tours. Leurs maisons démolies, leurs proches assassinés, déplacés à plusieurs reprises sur leurs terres. Ces Palestiniens cherchent refuge pour échapper à la mort et à la destruction. Trouver un lieu sûr dans l'enclave relève désormais de l'impossible. Je viens d'El Jala, il n'y a pas de transport. Je ne veux pas quitter Raza, je ne veux pas quitter ma maison. Je veux rester chez moi. Nous ne pouvons que fuir. Nous passerons notre vie à fuir. Nous sommes toujours déplacés. Le déplacement est notre destin. Nous ne savons pas où nous allons. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Je me dirige vers le sud, je n'ai pas d'endroit où aller. Je pars par peur. J'habite à Sheikh Ijlin. Ce qui m'a fait quitter Sheikh Ijlin, ce sont les obus de chars qui tirent sans arrêt. Les missiles, les obus nous ont atteints. Ils ont atteint nos tentes. Pour les nations arabes et musulmanes, jusqu'à quand ce silence? Sauvez le peuple palestinien, sauvez le peuple de Raza. Des évacuations qui piétinent le droit international humanitaire, ne faisant qu'exacerber une situation déjà critique. La machine de guerre sioniste n'offre aucun répit aux Palestiniens. Dans un tout autre dossier, le Kremlin déclare qu'il est évident que l'OTAN combatte la Russie en fournissant un soutien direct et indirect à l'Ukraine. Son porte-parole Dmitry Peskov est revenu sur le soutien et l'aide apportés par l'Alliance Atlantique à Kiev au moment où des pourparlers ont été enclenchés et où les efforts pour trouver une solution pour la paix, un cessez-le-feu en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, risquent d'être balayés d'un revers de main par l'OTAN. L'OTAN combat la Russie, c'est évident, on n'a besoin d'aucune preuve supplémentaire. L'OTAN est de facto impliquée dans cette guerre. Elle apporte un soutien direct et indirect au régime de Kiev. C'est pourquoi on peut affirmer avec une certitude absolue que l'OTAN combat la Russie.
Et en réponse aux déclarations du président américain Donald Trump qui avait annoncé que sa patience envers le président russe Vladimir Poutine était tabou, lors d'une interview diffusée vendredi aux États-Unis, le Kremlin a réagi par le biais de son porte-parole Dmitri Peskov qui annonce que la Russie reste prête à résoudre la crise en Ukraine par la diplomatie. Peskov a également déclaré que Kiev entravait les négociations avec la Russie et qu'il y avait actuellement une pause évidente dans les négociations. La Russie reste disposée et intéressée à résoudre la crise ukrainienne par des moyens politiques et diplomatiques. Kiev ralentit artificiellement le processus. Personne ne souhaite s'attaquer aux causes profondes du conflit. Les Européens entravent toute avancée, refusant de reconnaître les origines profondes de cette crise, bloquant ainsi toute voie de résolution de ces mêmes causes. Néanmoins, la Russie reste ouverte et prête au dialogue. En effet, comme nous l'avons indiqué, la pause est évidente. On constate une absence de réelle flexibilité dans la position de l'Ukraine et une absence de volonté réelle du régime de Kiev d'engager des discussions sérieuses. Des appels à une rencontre immédiate ont bien été lancés, mais ils visent probablement davantage à susciter une réaction émotionnelle qu'à réaliser des progrès. Une réunion sans préparation adéquate serait fortement vaine. Et à 19h26, on arrive à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée.